Mon nom est Sophie Bergeron. Je suis professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal. On va être 4 conférencières ce matin. On va avoir 20 minutes chacune. Et vous pourrez poser vos questions après chacune des présentations. Alors, moi, je vais commencer ce matin. Je vais vous parler d'une nouvelle thérapie de couple que nous avons développée pour la douleur génitopelvienne. Je vais tout d'abord vous parler de la prévalence et des conséquences de ce trouble. Puis, je vais vous présenter quelques-uns de nos travaux sur le rôle des facteurs interpersonnels dans l'expérience de la douleur et de la sexualité pour ces couples-là. Et ce sont, entre autres, ces travaux-là qui ont mené au développement de notre thérapie cognitivo-comportementale de couple. Je vais essayer de ne pas trop m'éloigner, hein, vous me perdez si je m'éloigne. Puis ensuite, je vais vous présenter des résultats préliminaires concernant l'efficacité de cette nouvelle thérapie et quelques médiateurs de changement qu'on a identifiés. On sait qu'une femme sur 5 de moins de 30 ans souffre de douleurs aux relations sexuelles, et que 15 % des femmes de la population générale, que ce soit des adolescentes ou des femmes post-ménopausées, souffrent aussi de ce problème de douleur-là de façon chronique. Malheureusement, moins de 60 % d'entre elles vont chercher de l'aide, vont consulter un médecin, un professionnel de la santé, et de ces 60 %, moins de 40 % vont recevoir un diagnostic. Et souvent, quand elles reçoivent le diagnostic, c'est après plusieurs consultations médicales. Ce qui fait qu'environ 2/3 des femmes qui souffrent de ce problème de douleur ne sont actuellement pas prises en charge par notre système de santé, ce qui est en soi un facteur de détresse chez elles. Donc, c'est d'autant plus important de développer des interventions qui ciblent non seulement la douleur, par exemple, ce qui est le cas des interventions médicales, mais aussi des interventions qui vont cibler la détresse de ces femmes. Donc, on sait par plusieurs résultats d'études contrôlées que ces femmes rapportent davantage de symptômes d'anxiété et de dépression que de femmes qui n'ont pas cette problématique, mais aussi que l'anxiété et la dépression seraient des précurseurs au développement de la problématique, ainsi que des conséquences de cette problématique-là. Et on sait aussi par des travaux menés dans notre laboratoire que des variations quotidiennes dans l'anxiété et les symptômes dépressifs sont associés à plus de douleurs et de difficultés sexuelles pour la femme, mais aussi pour son partenaire. Au-delà de ces symptômes psychologiques-là, elles ressentent aussi d'autres affects négatifs comme la culpabilité, la honte et vivent un sentiment d'isolement parce que c'est un problème qui est difficile à aborder avec leurs proches et avec les médecins. Sur le plan de la satisfaction conjugale, plusieurs de ces couples-là vont quand même bien, mais quand on creuse un peu plus, ce que les femmes nous disent dans les études qualitatives, c'est qu'elles ont peur de perdre leur partenaire à cause de la douleur et souvent, elles se sentent inadéquates comme partenaires amoureuses et sexuelles. Sur le plan de la sexualité, c'est là qu'il y a le plus d'atteintes. Donc, on pourrait dire que ces femmes-là souffrent de toutes les dysfonctions sexuelles dans le DSM, malheureusement. Donc, plusieurs études ont démontré qu'elles ont significativement moins de désir, d'excitation, une plus faible fréquence de relations sexuelles et moins de satisfaction sexuelle. Jusqu'à tout récemment, on pensait que les partenaires allaient très bien, mais c'est parce qu'on ne leur avait pas posé de questions au sujet de comment ça allait. On a supposé ça. Puis finalement, quand notre équipe et une autre équipe ont fait 2 études contrôlées, donc où on comparait les partenaires de ces femmes à des partenaires de femmes qui n'ont pas cette problématique-là, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, plusieurs vivent davantage de détresse psychologique, et c'est ce qu'on voit aussi dans nos études. 75 % rapportent un impact négatif sur leur vie de couple. Ils rapportent évidemment, comme les femmes, moins de relations sexuelles, mais aussi une plus faible satisfaction sexuelle. Et peut-être le résultat qui nous a le plus surpris et qu'on a trouvé dans les 2 études, c'est qu'ils ont plus de problèmes érectiles, alors que la moyenne d'âge est d'environ 40 ans dans nos échantillons. Donc, ils ne vont pas si bien que ça, finalement, les partenaires.
Donc, à cause de ça, on a trouvé que ça serait important de s'intéresser au rôle des facteurs de couple dans cette problématique-là. Donc, à cause de ces raisons cliniques-là, mais aussi parce que, curieusement, dans la recherche en sexualité, alors que la sexualité, c'est un phénomène qui est dyadique, qu'on vit avec une autre personne, il y a très, très peu d'études dyadiques. Je pense qu'au CRIPCAS, on est parmi le groupe qui en fait le plus des études dyadiques, mais ça demeure encore assez rare, malheureusement. Et aussi, dans le domaine de la douleur chronique, il y a quelques études qui commençaient à démontrer que le partenaire pouvait jouer un rôle dans le maintien puis l'exacerbation des symptômes. Donc, dans une première étude dyadique à journaux quotidiens électroniques, où les couples ont complété des journaux à tous les jours pendant 2 mois de façon indépendante, donc merci beaucoup à ces couples-là, on a étudié 3 types de réponses des partenaires. Et les réponses des partenaires, c'est un facteur que j'appellerais proximal. C'est qu'est-ce qui se passe pendant l'expérience de la douleur chez ces couples-là. Puis je vais vous parler dans quelques minutes de facteurs distaux également qu'on a étudiés. Donc, un premier type de réponse, c'est les réponses de sollicitude. Donc, ça, c'est les partenaires pas mal accommodants. C'est vraiment un bon gars. Là, puis il dit « Ah, ça te fait mal, on va arrêter notre activité sexuelle. Il doit y avoir un bon film à la télé. Là. On oublie ça, la sexualité. » Il y a aussi des partenaires qui ont des réponses plus négatives. C'est quoi ton problème? Pourquoi on ne peut pas avoir des relations sexuelles comme tout le monde? On se doute que ça, c'est peut-être pas l'idéal pour aider la douleur des femmes. Et on a étudié un troisième type de réponse, les réponses facilitatrices, qui sont en fait moins axées sur la douleur. C'est j'aime ça me sentir proche de toi, je t'aime, des démonstrations d'affection. Et ce qu'on a trouvé, c'est que, et on a demandé à la fois aux femmes ce qu'elles percevaient comme réponse des partenaires et aux partenaires ce qu'ils pensaient émettre. Et ce qu'on a trouvé, c'est que quand les deux rapportaient davantage de réponses de sollicitude une journée, ce même jour-là, gardez en tête, c'est des journaux quotidiens, ce même jour-là, la femme avait plus de douleurs aux relations sexuelles, une moins bonne fonction sexuelle, moins de satisfaction sexuelle, mais le partenaire aussi, qui était trop accommodant, au fond, allait moins bien dans sa sexualité également. Pour les réponses négatives, c'est assez intuitif. On a trouvé que c'était relié à davantage de douleurs, plus de difficultés sexuelles, mais aussi plus de symptômes dépressifs chez la femme. Et encore là, un partenaire qui se fâche pendant la relation sexuelle, bien, il a moins de plaisir lui aussi, ça allait moins bien pour la fonction sexuelle des partenaires. Au contraire, les réponses facilitatrices semblent bénéfiques pour les femmes, c'est-à-dire que les jours où elles percevaient plus de réponses facilitatrices de la part de leur partenaire, elles avaient moins de douleur, une meilleure satisfaction et fonction sexuelle et aussi une meilleure satisfaction relationnelle. Et c'était la même chose pour les partenaires. Donc, on pense que les réponses de sollicitude pourraient renforcer des conditions négatives, par exemple le catastrophisme, la tendance à amplifier le problème de douleur, à vivre un sentiment d'impuissance en lien avec la douleur, mais aussi qu'il y a peut-être une collusion entre les partenaires qui vont avoir tendance à éviter de composer avec le problème, éviter les relations sexuelles, puis éviter d'en parler également. Et ça interférerait avec leur capacité à profiter des aspects encore agréables des relations sexuelles. Au contraire, les réponses facilitatrices pourraient rapprocher les partenaires, favoriser davantage de plaisir et d'intimité dans la relation, puis éloigner l'attention de la douleur, puis la diriger davantage vers les aspects agréables. Un autre facteur interpersonnel qu'on a étudié, c'est l'attachement amoureux. Donc, on sait, de par des études auprès de couples de la communauté, que les gens qui peuvent avoir un attachement anxieux ou évitant vont vivre des expériences sexuelles plus négatives. Donc, un attachement anxieux, davantage de peur de perdre le partenaire, un attachement évitant, une peur de l'intimité. Donc, dans une première étude transversale, ce qu'on avait trouvé, c'est que les femmes qui rapportaient un attachement anxieux avaient plus de difficultés à communiquer leurs besoins sexuels. Et vous voyez, c'est une situation où c'est assez important, si on veut réduire la douleur, d'être capable de communiquer au partenaire ce qu'on aime moins, ce qui fait mal, ce qui fait moins mal. Donc, quand elles avaient un attachement anxieux ou évitant,
Elles avaient moins tendance à affirmer leurs besoins sexuels et c'était aussi associé à moins de satisfaction sexuelle chez elles, mais aussi chez les partenaires. Les partenaires aussi, quand ils avaient des attachements anxieux ou évitants, s'affirmaient moins dans leur sexualité, mais ça ne semblait pas être associé à la satisfaction sexuelle des deux membres du couple. En conservant le même échantillon, on a continué la collecte de données et on a fait un suivi 2 ans plus tard. Et là, on s'est intéressé à est-ce que l'attachement pourrait prédire la douleur 2 ans plus tard? Donc, quand je vous parle d'un facteur distal, ça, c'en est un. Et ce qu'on a trouvé avec des modèles autorégressifs, c'est qu'effectivement, les femmes qui présentaient un attachement anxieux évitant, 2 ans plus tard, avaient davantage de douleurs. Donc, c'est quand même assez puissant. Ça influence un symptôme multifactoriel comme la douleur. Et on a examiné un médiateur de cette association qui était le sentiment d'auto-efficacité au temps d'eux, c'est-à-dire est-ce que les femmes se sentent capables de bien gérer leur douleur? Et ce qu'on a trouvé, c'est que plus elles avaient un attachement anxieux, moins effectivement elles se sentaient capables de bien gérer la douleur et plus elles avaient mal. Donc, des attachements évitants et anxieux pourraient rendre plus difficile pour les deux membres du couple la co-régulation des émotions négatives engendrées par l'expérience de la douleur. Et ça pourrait faire en sorte que c'est plus difficile pour ces couples-là de s'offrir du soutien, de demander et de recevoir du soutien. Donc, par exemple, la femme va rester plus seule, aux prises avec sa douleur. Un dernier dont je veux vous parler ce matin, c'est l'intimité. On essaie toujours d'avoir des méthodologies qui vont réduire les biais rétrospectifs liés à la mémoire. Donc là, avec une étudiante au doctorat dont le nom est Cathy Bois, qui était bien ambitieuse à l'époque, je pense qu'elle ne réalisait pas dans quoi elle s'embarquait, on a fait venir au laboratoire 50 couples et on les a filmés en train d'avoir une discussion où, à tour de rôle, ils devaient se parler de comment la douleur génitopelvienne a affecté leur vie. Et là, elle a développé toute une grille selon le modèle d'intimité de Reese et Shaver, où des observateurs indépendants cotaient les comportements de dévoilement de soi et de réponse empathique. Et aussi, les couples, tout de suite après la discussion, devaient rapporter jusqu'à quel point ils avaient perçu du dévoilement de leur part, mais de la part aussi du partenaire, et une réponse empathique de la part du partenaire. Alors, je vous présente seulement quelques résultats. Ce qu'on a trouvé, c'est que le dévoilement perçu par les deux membres du couple était associé à des meilleures issues dans leur sexualité pour les deux partenaires. Donc, moins de détresse puis plus de satisfaction. Et que quand on a observé davantage de réponses empathiques chez les femmes, c'était associé à davantage de bien-être sexuel pour elles et pour leurs partenaires, et la même chose pour les partenaires. Puis ça avait aussi une influence sur la satisfaction relationnelle. Donc, d'être empathique, c'est pas juste bon pour l'autre, ça semble être bon pour soi aussi, dans sa propre sexualité. Donc, probablement que davantage d'intimité pourrait protéger les couples des conséquences négatives de la douleur, réduire l'évitement parce qu'ils font davantage équipe ensemble quand l'intimité est bonne, puis ça pourrait faciliter aussi les réponses adaptatives des partenaires. Alors, avec ces résultats-là et d'autres dont je n'ai pas le temps de parler de ce matin, on trouvait qu'on avait quand même assez de matériel pour commencer à développer une intervention qui ciblerait certains de ces facteurs-là. Et on s'est appuyé aussi sur 2 autres études que j'avais menées, des essais cliniques randomisés dans lesquels on avait évalué l'efficacité d'une thérapie cognitivo-comportementale de groupe. Donc, vraiment brièvement, ce qu'on a trouvé ici, on avait réparti au hasard, je ne suis pas sûre qu'on préfère ça aujourd'hui, ça fait quand même quelques années, au hasard des femmes, soit à une chirurgie, pour un sous-type de douleur génitopelvienne, à du biofeedback ou à une thérapie cognitivo-comportementale de groupe. Et ce qu'on a trouvé, vous avez la TCC de groupe en vert. Je m'excuse, il y a un petit peu d'anglais sur certaines diapositives. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'au suivi de 2 ans et demi, il n'y avait pas de différence entre des femmes réparties à la chirurgie et des femmes réparties à la TCC. Évidemment, la chirurgie, ce n'est pas un traitement de première ligne. Donc, on trouvait ça encourageant
pour la TCC. Donc, on a mené un autre essai clinique randomisé dans lequel, cette fois-ci, on l'a comparé à une intervention de première ligne qui était une application topique qui est moins prescrite aujourd'hui. Et là aussi, on a trouvé que la TCC était supérieure en termes de réduction de la douleur. Donc, en partant de ces manuels de traitement-là et de nos résultats sur le couple, avec Nathalie Rosen et mon ancienne étudiante Serena Corsini-Montt, on a développé un nouveau manuel de traitement d'intervention de couple qui incorpore à la fois des éléments TCC de deuxième génération, mais aussi de la TCC troisième génération, axée sur l'acceptation de la douleur, l'autocompassion, puis la diffusion cognitive. Donc, on n'essaie pas de modifier leur pensée. Puis un petit peu de thérapie de couple centrée sur les émotions pour le travail sur l'intimité et l'attachement. Rapidement, les premiers objectifs visent à reformuler la problématique comme étant d'une part une problématique de couple plutôt que juste le problème de la femme et à donner de la psychoéducation parce que souvent les couples pensent que la douleur est soit entièrement physique, pas juste les couples, beaucoup de professionnels de la santé encore, soit que la douleur serait juste physique ou juste psychologique. Donc, on recadre ça comme étant biopsychosocial. On vise à améliorer le coping, réduire la détresse, favoriser l'intimité en travaillant sur la communication au sujet de la sexualité, leur permettre de vivre davantage d'expériences sexuelles agréables. On n'a jamais comme but d'augmenter le désir ou de l'excitation, c'est assez contre-productif en général. Réduire l'intensité de la douleur et aussi l'interférence du problème de la douleur avec leur sexualité et travailler leur intimité. Donc, on a fait une première étude pilote dans laquelle ont participé 8 couples. C'était une étude prospective où on les évalue avant qu'ils débutent le traitement et après le traitement. Il y avait 10 séances. Et, excusez l'anglais encore ici, on avait 2 objectifs au fond, à la fois voir si c'est efficace, cette nouvelle intervention-là, pour réduire la douleur, améliorer la sexualité, mais on voulait aussi voir est-ce que c'est bien reçu, notamment par les partenaires, est-ce qu'ils sont satisfaits avec cette intervention, et si on voulait l'étudier plus en profondeur, est-ce qu'on serait capable de recruter assez de couples? Donc, ici, vous avez les résultats en termes de pourcentage d'amélioration. La première bonne nouvelle, c'est que la douleur a été réduite de 50 donc, on a trouvé ça vraiment encourageant. Et la seule chose qui n'a pas bougé, c'était la fonction sexuelle des partenaires. Dans ce cas-ci, je pense que c'était tous des hommes, les partenaires. Mais pour toutes les autres dimensions, comme le catastrophisme, l'auto-efficacité, la satisfaction sexuelle, on a vu des gains significatifs. Donc, avec ces beaux résultats-là, ça, c'est les résultats, sur la faisabilité. Donc, on a vu aussi que les couples étaient très satisfaits vis-à-vis le traitement, 9 sur 10 en moyenne. Et on était contente de voir que les interventions qu'ils ont préférées, c'était les interventions de couple. Donc, le dévoilement de soi, la communication au sujet de la sexualité. On travaillait beaucoup aussi les valeurs au sujet de la sexualité. Souvent, ils ne s'étaient pas nécessairement partagé ça. Et ce qu'ils ont moins aimé, c'était la TCC deuxième génération, la psychoéducation et tout ça. Ça, ils trouvaient ça moins intéressant. Donc, en fait, on a pris leur feedback, puis on a changé un petit peu l'intervention. Donc, au départ, on avait un journal qui était juste axé sur la douleur, puis ils trouvaient ça un peu aversif. Puis on dit, mais pourquoi vous ne posez pas plus de questions sur la sexualité aussi dans le journal? Fait qu'on a transformé notre journal. Et on a rajouté des séances et allongé les séances parce qu'on trouvait qu'en 60 minutes, c'était vraiment trop rapide. Et donc, on est allé aux IRSC demander de l'argent qu'on a obtenu avec nos résultats pilotes. Et on est en train présentement de compléter un essai clinique randomisé dans lequel on a randomisé 104 couples, soit à notre TCC de couple ou soit à la lidocaïne topique qui est appliquée à chaque soir par les femmes, qui est un autre traitement là, de première ligne recommandé par les médecins. Donc, on en est vraiment dans les analyses préliminaires. Donc, je vous donne juste un bref aperçu. En ce qui concerne la douleur, ce qu'on a trouvé, c'est que les 2 groupes se sont améliorés. Ce qui a fait dire à Mylène, ma coordonnatrice, « Ah, c'est décevant, hein, ils peuvent prendre un tube pendant 12 semaines ou bien venir en thérapie avec leur partenaire pendant 12 semaines. »
Mais ça reflète en fait ce qu'on voit généralement dans les études de psychothérapie plus globalement et ce qu'on a vu dans nos études, c'est-à-dire que les gains, souvent, on ne les voit pas immédiatement à la fin du traitement, on les voit au suivi de 6 mois. C'est ce qu'on a vu dans nos autres études, donc on a encore espoir que la TCC pourrait gagner sur la lidocaïne, on espère, parce que ça nous a pris 4 ans faire ça quand même. Donc, mais la détresse sexuelle était davantage réduite dans le groupe de TCC de couple. Donc, on a aussi examiné les médiateurs de changement, là aussi de façon surprenante. D'une part, il y a très peu de recherches sur l'efficacité de la psychothérapie pour les problèmes sexuels, c'est assez rare. Et d'autre part, j'ai trouvé aucune étude qui examine les mécanismes de changement thérapeutique pour de la thérapie de couple ou individuelle pour des problèmes sexuels. Donc, avec mon étudiante Marie-Santerre-Baillargeon, on a commencé, et Marie-Pierre Vaillancourt-Morel, notre experte des analyses, on a commencé à examiner quelques médiateurs de changement. Donc, brièvement, parce que je dois terminer, on a trouvé que des variables cognitives comme le catastrophisme, l'auto-efficacité et l'hypervigilance à la douleur étaient en fait des médiateurs de changement thérapeutique en ce qui concerne les issues sexuelles, donc la satisfaction sexuelle, la fonction sexuelle et la détresse sexuelle. Et pourquoi on les avait choisis? C'est parce que dans un autre essai clinique randomisé, on avait identifié que c'était des prédicteurs de succès thérapeutique. Donc, pour conclure, les variables relationnelles à la fois proximales, comme les réponses des partenaires, mais distales aussi, comme l'attachement et l'intimité, jouent un rôle dans la douleur et la sexualité des couples. La TCC de couple est une nouvelle intervention prometteuse qu'on va continuer à étudier. Et il y a des mécanismes de changement thérapeutique qui peuvent être identifiés. On en a d'autres dans l'étude, l'alliance thérapeutique, entre autres. Donc, on va continuer à regarder. Et je veux terminer en remerciant les membres du laboratoire là, dont j'ai présenté les travaux, dont notre coordonnatrice Mylène Desrosiers, qui nous aide énormément, et notre financement. Merci beaucoup. Alors, je viens vous présenter aujourd'hui des résultats très, très préliminaires et très nouveaux. Donc, je suis assez contente, en fait, de pouvoir vous présenter des résultats concernant une étude sur la thérapie de couple en milieu naturel. Donc, d'abord, je vais vous présenter un petit peu des données sur l'efficacité de la thérapie de couple en général, donc ce qu'on connaît. Évidemment, il y a plus de 35 essais randomisés qui ont été réalisés sur la thérapie conjugale, principalement selon les approches TCC et centrées sur les émotions. Et les méta-analyses montrent une grande taille d'effet de la thérapie conjugale comparativement au groupe contrôle sans thérapie. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que la thérapie conjugale, les gens qui participent à la thérapie conjugale présentent des niveaux supérieurs à 80% des gens qui ne participent pas à ce type d'intervention-là. Alors, c'est très efficace, on pourrait dire. Et les études montrent que c'est 70% des couples qui vont bénéficier ou qui vont ressentir des effets positifs de la thérapie conjugale. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Toujours selon ces mêmes études, on sait que suite à la thérapie de couple, il y a environ, il y a en fait 30% qui augmentent, 30% des couples qui voient une augmentation de leur satisfaction conjugale, mais qui vont présenter toujours de la détresse cliniquement significative. Donc, il y a une amélioration, mais ils ne sont pas complètement rétablis, alors que c'est près de 50% qu'on pourra appeler rétablis, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration qui est cliniquement significative. Les scores sur les échelles de satisfaction conjugale se comparent finalement à la population générale. Et on verra près d'un tiers de ces couples-là qui verront aucune amélioration suite à la thérapie conjugale. On peut toutefois se questionner sur la représentativité clinique de ces études randomisées-là. La majorité d'entre elles sont réalisées dans des conditions idéales, c'est-à-dire qu'il y a une très grande homogénéité des caractéristiques des clients, donc autant sur les caractéristiques sociodémographiques que sur la présentation de la symptomatologie. Donc, souvent, dans ces études-là, les couples qui présentent des problématiques les plus sévères sont exclus. La durée des traitements est fixe et souvent plus longue que ce qu'on retrouverait sur le terrain en milieu naturel. Et il y a une adhésion stricte à un manuel de traitement standardisé, donc très peu de flexibilité pour le clinicien.
Et évidemment, la majorité de ces études-là sont menées en milieu universitaire où il va y avoir la supervision continue des intervenants. Les services sont souvent offerts gratuitement, donc les couples vont venir parce que c'est offert gratuitement. Il y a aussi un soutien organisationnel supérieur, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe d'assistants de recherche qui s'assure que les couples viennent à chaque semaine puis restent jusqu'à la fin. Alors, c'est bien beau, mais c'est possiblement peu représentatif de ce qui se passe dans la vraie vie auprès des pratiques là, dans la communauté générale. Et c'est effectivement ce qu'a trouvé Wright et ses collègues en 2007, où pour une majorité de ces études-là, en fait, la représentativité clinique était très faible. Donc, on peut se questionner sur la recherche en milieu naturel. Donc, est-ce qu'il y en a? Il y aurait seulement 4 ou peut-être 5 là, depuis les derniers recensements d'études qui ont évalué l'efficacité de la thérapie conjugale en milieu naturel. Donc, c'est très peu. Puis, le portrait de ces études-là, les résultats le portrait est plus sombre, si on peut dire. On va trouver des tailles d'effet de petites à moyennes. Ça serait 60% des couples dans ces études-là qui ne démontraient pas de changement cliniquement significatif. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune amélioration, mais ici, on va parler d'amélioration là, cliniquement significative. Et évidemment, le taux d'abandon, d'attrition est très élevé dans ces études-là, ce qui vient aussi mitiger les conclusions qu'on peut en tirer. Donc, évidemment, je vous dis, là, il y a seulement une main. On peut les compter sur les doigts de la main, ces études-là. Donc, les résultats doivent être interprétés avec beaucoup de prudence parce qu'on peut, ça représente certaines études et doivent être répliqués. Ces études-là comportent aussi certaines limites. Donc, même si leur représentativité clinique est grande, même si on peut féliciter, dans le fond, les chercheurs d'avoir réalisé ces études-là dans les milieux de pratique, dans la communauté générale, elles présentent certaines limites, notamment le fait que pour la plupart, il n'y a pas d'évaluation complète ou standardisée, donc de batterie complète d'évaluation au départ de la thérapie, et aucune de ces études-là offrait un bilan aux clients, donc un bilan des résultats obtenus à l'évaluation présenté aux clients, alors que c'est fait de manière systématique dans les essais randomisés. Malheureusement, le fait d'utiliser ce type de méthodologie-là, ça permettrait une meilleure compréhension des difficultés, à la fois pour le thérapeute et aussi pour les clients. Donc, on peut voir comment ça peut avoir un effet sur le traitement puis expliquer les résultats beaucoup plus positifs qu'on observe là, dans les essais randomisés. Évidemment, de faire cette évaluation-là, ça favorise une meilleure alliance thérapeutique. C'est aussi un facteur de succès de la thérapie et ça permet l'identification de psychopathologies, de violences conjugales, d'historiques de maltraitance, qui sont tous des facteurs associés à la détresse conjugale puis qui vont nous permettre d'avoir un meilleur portrait, finalement, de la clientèle puis des couples qu'on a dans nos bureaux. Donc, c'est évidemment des éléments qui doivent être intégrés là, dans ces études-là en milieu naturel, mais ce n'est pas nécessairement pratique courante de le faire là, au niveau sur le terrain, je vous dirais. Les essais randomisés ont aussi évalué de manière systématique le progrès des couples, donc au fil de la thérapie. Donc, pas seulement au début, mais on les suit à savoir comment est-ce que ça progresse au fil du traitement. Il n'y a aucune étude en milieu naturel qui a réalisé ce type d'évaluation-là. Évidemment, de faire cette évaluation-là, bien, ça permet d'adapter le traitement en cours de traitement. Donc, encore un autre facteur qui pourrait expliquer pourquoi les résultats de la thérapie sont plus positifs dans les essais randomisés. Et il y a une étude récente qui montre qu'effectivement, 70% des couples qui ne bénéficient pas de la thérapie peuvent être identifiés dans les 4 premières séances de thérapie. Mais pour le savoir, il faut tout de même les évaluer. Donc, ça nous permettrait de le faire. Donc, vous vous douterez bien que l'objectif de l'étude dont je vous présente les résultats aujourd'hui est d'évaluer l'efficacité de la thérapie conjugale en milieu naturel. C'est une étude qui a été réalisée à la clinique de consultation conjugale et familiale, dont mes partenaires, je les salue, sont dans la salle aujourd'hui. Et donc, cette étude-là est réalisée dans une pratique privée. Donc, on contrôle sur le traitement qui est offert au couple, sur la durée du traitement, sur l'approche thérapeutique, sur qui entre en traitement. Donc, les couples ne sont pas exclus là, sur les bases de critères précis déterminés par l'étude. Donc, c'est vraiment représentatif de ce qu'on verrait dans les milieux de pratique.
Évidemment, on a essayé de répondre aux limites des autres études en milieu naturel, c'est-à-dire de faire une évaluation pré-traitement complète et d'inclure un bilan. Je ne prends pas trop le crédit pour ça, là. C'était déjà, dans le fond, une façon de fonctionner là, qui est établie à la clinique, c'est-à-dire qu'il y a une évaluation exhaustive de tous les couples qui entrent à la pratique et les cliniciens offrent un bilan des résultats puisque nos assistants de recherche compilent les résultats de cette évaluation-là et leur remettent un bilan individualisé à chacun des thérapeutes, dans le fond. Alors, c'est comme ça que ça nous a permis, en fait, de l'évaluer. On a aussi ajouté une évaluation systématique des progrès au cours de thérapie. Donc, on les suit pour voir comment est-ce qu'ils progressent. Donc, on a aussi cet élément-là qui est intéressant. Et au-delà de ça, on voulait identifier certains prédicteurs de changement. Donc, il n'y a aucune étude en milieu naturel qui s'est intéressée à ces facteurs-là ou à aucun facteur de changement, je dois dire. Et on a sélectionné certains facteurs, l'insécurité d'attachement, les problèmes d'engagement, la maltraitance en enfance et la violence conjugale, puisque ce sont tous des facteurs de risque pour la détresse conjugale. Donc, ça va dénoter une sévérité plus importante là, au niveau des problématiques de couple si les couples présentent ces facteurs-là. Par ailleurs, la maltraitance en enfance et les problèmes, les insécurités d'attachement sont liés à des difficultés à former des liens de confiance avec les autres, incluant créer une alliance avec le thérapeute. Donc, ça pourrait aussi réduire l'efficacité de la thérapie. Alors, on voulait savoir dans quelle mesure ces facteurs-là pouvaient réduire l'efficacité de la thérapie en milieu naturel. Donc, je vous présente brièvement le protocole. Donc, tous les couples qui viennent consulter à la clinique, en fait, sont invités à participer au protocole de recherche par le thérapeute. C'est près de 95 % de la clientèle qui participe à l'étude. En fait, on est très privilégiés. Et après la première séance d'évaluation, les couples repartent à la maison et nos assistants de recherche leur transmettent le questionnaire à compléter en ligne, donc sur une plateforme web sécurisée. Ils le complètent idéalement là, dans la semaine après la première séance d'intervention. Ils complètent ces questionnaires, parmi d'autres là, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais un questionnaire sociodémographique, l'échelle d'ajustement dyadique, le questionnaire des traumas cumulatifs en enfance, le questionnaire sur les expériences d'attachement amoureux, l'échelle de désengagement conjugal pour les problématiques d'engagement et l'échelle des conflits conjugaux pour la violence conjugale. Alors, je trouve que ma présentation découle bien de la présentation de professeur O'Leary de tout à l'heure. En fait, on va pouvoir répondre à certaines questions qui ont été soulevées dans la présentation. Par la suite, comme je vous disais tout à l'heure, nos assistants de recherche compilent les résultats de recherche et les remettent aux cliniciens. Et les cliniciens partagent ces résultats-là dans une compréhension complète, dans un bilan lors de la séance 4 ou 5, je vous dirais, avec les clients. Oups, comme ça. Par la suite, nous, on leur renvoie un questionnaire 15 semaines après qu'ils aient complété le questionnaire initial d'évaluation. Et le critère pour compléter ce questionnaire de suivi-là, c'est qu'ils aient complété au moins 4 séances d'évaluation, ce qui en tout leur donne pour la plupart un minimum de 8 séances, évaluation-intervention, mais ça peut aller là, jusqu'à 15 séances là, s'ils sont venus assidûment à chaque semaine. Et moi, je vais vous présenter les résultats de ce suivi-là. Mais nous, on les suit par la suite aux 12 semaines jusqu'à la fin du protocole. Et là, éventuellement, je pourrais faire des analyses sur ces prochains suivis-là. Donc, juste une petite note à garder en tête, c'est-à-dire qu'au suivi de 15 semaines, c'est 86 % qui sont toujours en thérapie. Donc, la thérapie n'est pas terminée. Mais vous allez voir que les résultats sont très intéressants. Et c'est une minorité là, qui ont cessé la thérapie après 15 semaines. Donc, je vous présente les résultats pour 163 couples pour qui on a les données pré-évaluation et au suivi de 15 semaines. C'est des gens qui sont en moyenne dans la quarantaine, qui sont ensemble depuis plusieurs années. La moitié sont mariés, c'est représentatif de la population québécoise. La majorité ont des enfants. C'est des gens scolarisés qui ont quand même un bon salaire et je vous dirais que c'est probablement relativement représentatif des gens qui consultent en pratique privée en thérapie conjugale. Donc, voici
ce qui est pour l'effet, en fait, de la thérapie. Donc, est-ce que la thérapie en milieu naturel aide à augmenter la satisfaction ou l'ajustement dyadique des couples? Ce qu'on observe ici, c'est effectivement une augmentation de l'ajustement dyadique du pré-test à 15 semaines plus tard chez l'homme et la femme. Donc, c'est un résultat qui est significatif et ça a une taille d'effet moyen. On voit aussi que les femmes tendent à rapporter plus d'insatisfaction conjugale que les hommes, mais cette différence-là tend à s'atténuer avec le temps. Ouais. Si on regarde les pourcentages de gens qui se sont améliorés versus détériorés, parce que tout le monde ne progresse pas de la même façon, on observe que c'est 74 des femmes et 66 des hommes qui démontrent une amélioration dans leur score d'ajustement dyadique, et c'est à peu près un quart à un tiers là, qui vont demeurer stables, donc aucun changement, ou qui vont présenter une détérioration. Et tout à l'heure, je vous parlais de la distinction, là, on va les qualifier de rétablis lorsque le score d'ajustement dyadique, en fait, tombe au-delà du seuil clinique. Donc, on va parler ici d'un score qui est plus grand de 100, et c'est pour 50 de la clientèle, en fait, qu'on les amène dans un étendu non clinique là, au niveau du seuil d'ajustement, du score d'ajustement dyadique. Alors, ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, voici un petit peu le portrait clinique. Là, il y a beaucoup de chiffres, alors je vais vous aider avec ça. L'évaluation pré-intervention au niveau des variables sur lesquelles on voulait évaluer si ces variables-là ont un effet sur le changement de la thérapie. Alors, vous pouvez voir là, que pour l'attachement, les deux conjoints rapportent en moyenne des insécurités d'attachement, anxiété d'abandon, évitement de l'intimité qui vont au-delà du seuil clinique, donc qui sont cliniquement significatifs, et rapportent des scores de désengagement conjugal qui sont sous les seuils ou sous les moyennes rapportées par la population générale. Ici, nous avons évalué la violence conjugale et c'est la victimisation. Donc, c'est la violence reçue. Nos couples disent « mon partenaire m'a frappé ou m'a crié des bêtises ». Alors, vous pouvez voir que la violence psychologique, elle est rapportée par plus de 80 des hommes et des femmes. La violence physique, c'est 15 des femmes et 25 des hommes qui en rapportent, donc avoir reçu ce type de violence-là. Et la coercion sexuelle, c'est 15 des femmes et 6 des hommes. Et je crois que ça rejoint un petit peu là, ce qui a été présenté dans la présentation tout à l'heure. Pour ce qui est de la maltraitance vécue en enfance, lorsqu'on regarde tous les types confondus et qu'on les cumule, c'est 65 des femmes et 49 des hommes qui vont rapporter avoir reçu au moins un acte ou avoir reçu une forme de maltraitance en enfance. Et là, vous avez les pourcentages lorsqu'on regarde chacune des formes indépendantes, donc l'abus sexuel, la violence physique, la violence psychologique, la négligence, le fait d'avoir été témoin de violences verbales ou physiques entre les parents alors qu'on était enfant. Alors, c'est quand même des chiffres qui sont impressionnants. Et je voulais comparer finalement que au niveau de la maltraitance, c'est 35 dans la population générale. Alors, ça vous donne vraiment une comparaison de voir que ces taux-là sont vraiment très élevés dans notre échantillon. Je regarde le temps filer et ouf, petite chaleur. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est examiner dans quelle mesure les différents facteurs évalués jouent sur l'issue du traitement ou le résultat du traitement à 15 semaines après le début de la thérapie conjugale. Donc, c'est toujours en contrôlant l'ajustement dyadique au temps 1. D'accord? Donc ici, lorsqu'on regarde les insécurités d'attachement, on voit que l'anxiété d'abandon est positivement liée à l'ajustement dyadique de monsieur 15 semaines plus tard, ce qui est un petit peu étrange à la base. Par contre, on peut penser que monsieur qui présente de l'anxiété d'abandon, qui vient en thérapie conjugale, où en moyenne les femmes sont plus insatisfaites que les hommes, peuvent avoir une peur réelle de perdre leur conjointe, ainsi pour être très motivées à s'engager dans le processus de thérapie, à vouloir faire des changements, à venir à toutes les séances. Donc, ça pourrait avoir un effet positif sur leur propre ajustement dyadique là, au cours du traitement. Donc, en regardant ces résultats-là, il faut toujours tenir compte qu'il y a un traitement entre les deux. Ce n'est pas une prédiction dans le temps. Okay.
Le désengagement conjugal, c'est un autre facteur qui est rapporté par les cliniciens comme étant un des facteurs les plus difficiles à traiter en thérapie conjugale. Donc, le fait d'être désengagé de sa relation, de vouloir éviter d'être avec son conjoint, sa conjointe, et c'est un facteur qu'on pense difficile, ou du moins qui est rapporté comme étant difficile, mais on voit ici que ce n'est pas associé, ça ne semble pas être un facteur de risque pour l'issue de la thérapie, du moins à 15 semaines de traitement, ce qui est une excellente nouvelle. Donc, ce n'est pas parce que les gens arrivent en thérapie en se disant « je ne suis pas certain si je veux rester dans cette relation-là, j'ai plein de comportements qui me désengagent ». Néanmoins, il semble pas, certains vont s'améliorer, certains d'autres, donc ce n'est pas un élément crucial. Pour ce qui est de la violence conjugale reçue, au niveau de la violence psychologique, ce n'était pas associé à l'issue du traitement. Mon explication pour ça, puis je vais évidemment, là, c'est préliminaire, donc il y aura peut-être d'autres explications qui pourront m'être partagées, mais la violence psychologique, vous l'avez vu, là, c'est très commun chez les couples en thérapie. C'est souvent une violence qui est bilatérale, de sorte qu'elle n'apparaîtrait pas comme un facteur distinctif là, pour prédire l'issue du traitement. Donc, c'est un petit peu représentatif de l'ensemble de la population. Donc, ce n'est pas ça qui va les distinguer au niveau des résultats du traitement. Lorsqu'on regarde la violence physique, ici, on a un portrait un peu surprenant d'abord. Donc, il y a deux résultats qui sont importants. D'abord, je peux-tu faire ça comme ça? Non. Est-ce que vous voyez ma souris? Non plus. Bon, je vous ai... Ici. Donc, pour ce qui est de la violence physique reçue par la femme, celle-ci, elle est négativement liée à son ajustement dyadique à 15 semaines, ce qui veut dire que la femme qui rapporte avoir reçu de la violence physique de son partenaire va rapporter un moins bon ajustement dyadique plus tard dans le temps. On pourrait penser que ces femmes-là, dans le fond, elles bénéficient moins de la thérapie conjugale, que la violence physique reçue, c'est un indicateur de sévérité des problématiques du couple, puis effectivement, dans le sens de nos hypothèses, ça pourrait nuire, que c'est des couples qui sont plus difficiles à traiter, donc ça va nuire à leur progression. Donc, à 15 semaines, ils vont rapporter un ajustement dyadique plus faible. Par contre, lorsqu'on regarde la violence physique reçue par l'homme, on voit un lien inverse, c'est-à-dire que monsieur qui rapporte avoir reçu de la violence physique par sa conjointe, madame va rapporter un meilleur ajustement dyadique 15 semaines plus tard. Ici, on peut penser que la femme qui émet, dans le fond, de la violence, telle que rapportée par son conjoint ici, mais qui vient en thérapie puis qui s'engage dans le processus pour 15 semaines, bien, ça permet dans une certaine mesure de nommer les comportements, de légitimer ces comportements-là chez monsieur. Donc, c'est probablement le seul contexte dans lequel monsieur peut se sentir à l'aise de dire que oui, je reçois de la violence physique de ma conjointe. Hein, c'est plutôt stigmatisé ou très peu dévoilé. Donc, ça permettrait en fait de faire un travail sur les comportements violents de madame, de nommer ou de valider l'expérience de monsieur. Ça permettrait à madame de faire des changements dans son comportement de sorte qu'elle peut exprimer ses besoins différemment. Et c'est ça qui amènerait possiblement un ajustement... Oh, il me reste 1 minute, oui. Un ajustement dyadique supérieur chez madame. Quand on regarde la coercition sexuelle subie chez monsieur, on observe un patron qui est semblable, c'est-à-dire que lorsque monsieur rapporte recevoir de la coercition sexuelle de sa conjointe, les deux partenaires rapportent un ajustement dyadique supérieur après 15 semaines de traitement. Je vous rappelle ici, la proportion des hommes qui rapportent ce type de violence était de 6 %. Donc, c'est un phénomène vraiment très rare. Par ailleurs, dans une autre de mes études, là, j'ai trouvé que plus de 50 % des femmes chez ces mêmes couples-là présentent une difficulté au niveau du désir sexuel. Donc, quand il y a de la coercition sexuelle, ça peut être un indicateur qu'il y a toujours du désir sexuel à l'intérieur de la relation. Donc, ce n'est pas nécessairement complètement négatif. Évidemment, le comportement est absolument inapproprié, mais il y a peut-être quelque chose à faire ici. Donc, le fait que monsieur puisse, encore une fois, le nommer en thérapie, bien, ça permet finalement des interventions qui peuvent adresser cette composante-là, donc de permettre au couple d'aborder la notion de consentement, d'établir des règles pour la sexualité. Ça permet à madame d'apprendre d'autres stratégies aussi pour exprimer son désir ou ses besoins non répondus qui n'impliquent pas la coercition sexuelle, ce qui pourrait finalement expliquer un ajustement dyadique supérieur à 15 semaines. Pour ce qui est de la maltraitance, là, je vais aller rapidement parce que je n'aurai pas le temps pour les questions. Ici, on voit que
tel qu'attendu, là, un abus sexuel chez madame, c'est lié à un ajustement dyadique inférieur à 15 semaines. Donc ça va dans le sens de ce qu'on s'attendait. Par contre, lorsque madame rapporte avoir été victime de violences physiques en enfance, monsieur va rapporter un ajustement dyadique supérieur à 15 semaines. Encore ici, on peut penser que de dévoiler ces expériences-là, ça peut augmenter la compréhension de monsieur pour les comportements de madame, pour ce qu'elle a vécu, puis permettre un travail thérapeutique qui favorise finalement son ajustement dyadique dans le temps. La violence psychologique, la négligence, puis le fait d'avoir été témoin de violences verbales ou physiques n'étaient pas liés là, à l'issue de la thérapie. Donc, en résumé, je vais prendre 1 minute et ça sera terminé. La bonne nouvelle, c'est qu'une majorité des couples bénéficient de la thérapie conjugale après 15 semaines et on a observé une taille d'effet moyenne. Encore une fois, pour la majorité des couples, la thérapie n'est pas terminée. Donc, il y a encore de la place pour qu'il y ait d'autres changements qui puissent se produire un petit peu plus tard aussi dans le processus de thérapie. Néanmoins, la prévalence élevée des problèmes d'attachement, d'engagement, de la maltraitance vécue en enfance et de la violence conjugale, bien, ça justifie en fait l'évaluation systématique de ces problématiques-là, même en milieu naturel. Donc, pas juste dans des études randomisées contrôlées en milieu universitaire. Puis, ce qu'on observe, en fait, c'est que l'effet de ces problématiques-là, dans le contexte de la thérapie conjugale, est complexe. Donc, ça n'allait pas nécessairement dans le sens attendu, puis qu'il faut tenir compte du traitement entre les deux. Donc, le fait de les évaluer, bien, ça fait que le thérapeute est au courant de ces problématiques-là et peut ajuster le traitement, ce qui pourrait expliquer, en fait, les changements qu'on a observés ou pourquoi certains de ces facteurs négatifs-là étaient associés positivement à l'ajustement dyadique 15 semaines plus tard. Donc, ça, c'est mes hypothèses de travail. Évidemment, on va devoir les confirmer là, en faisant d'autres types d'analyses dans le futur. Pour terminer mes implications pour la recherche, bien, en fait, cette recherche-là démontre la faisabilité de réaliser une étude sur la thérapie conjugale en milieu naturel qui rencontre des critères relativement élevés de rigueur scientifique en faisant une évaluation pré-traitement, une évaluation au cours du traitement, mais sans nécessairement compromettre la représentativité clinique de l'étude comme telle. Évidemment, l'étude comporte certaines limites, puis ça m'amène à réfléchir à beaucoup de considérations futures. Là. J'avais plus de questions que de réponses, en fait, en faisant mes analyses cette semaine. Mais évidemment, bon, on n'a pas de groupe contrôle ici pour dire hors de tout doute que c'est effectivement la thérapie. Néanmoins, il y a suffisamment d'études en thérapie conjugale qui démontrent que les couples ne s'améliorent pas de manière spontanée là, lorsqu'ils ont de la détresse conjugale. Alors, je ne m'inquiète pas trop pour cet aspect-là. Mais dans le futur, c'est sûr que je vais vouloir examiner les résultats au terme de la thérapie, donc pas seulement après 15 semaines, de tenir compte des mandats dans la progression du traitement. Donc, est-ce que c'est des couples qui viennent pour améliorer leur relation de couple ou bien parce qu'ils sont ambivalents ou ils considèrent une séparation, puis examiner des médiateurs de changement qui pourraient m'aider à expliquer un petit peu plus mes résultats. Voilà. Et je remercie mes partenaires cliniques sans lesquels je n'aurais pas les précieuses données que j'ai présentées. Merci, Sophie. Je m'excuse de faire ma présentation en anglais parce que je suis plus confortable en anglais, mais je souhaite vos questions en français. So I'm going to talk about developmental couple therapy for complex trauma, and I'm going to try to do very quickly, many years of research, which has like a tiny little sample. So this is that kind of research where you have like 3 people, but you've spent 20 years doing it. So I apologize. I think we all know, everyone who's here is aware that couples who've experienced high levels of trauma growing up are at risk for many, many different impacts in their adult life. One of the things that helps people in their adult life is good, positive interpersonal relationships. But one of the things that trauma survivors have the hardest time doing is having good, positive relationships, in particular couple relationships. So we see that trauma survivors often get into relationships quickly and with a lot of vigor, and then those relationships quickly dissolve into a great big mess of misery. So we see that at both the level of direct impact, so the impact of, say, trauma symptoms on a couple, where people have to kind of go inside themselves to cope with overwhelming affects and intrusive memories, that affects a couple relationship.
But we also see at the indirect level, where growing up in a difficult childhood environment, you miss out on developmental experiences. You don't have the skills to have a good couple relationship. You don't kind of get how to communicate in healthy ways. You don't know how to regulate your emotions. And you struggle with some of the really basic self-capacities like emotion regulation or mentalizing, which allow people to see each other's perspectives, to tolerate other viewpoints, to not be smothered by their own emotional distress, and to be able to engage in the give and take of couple therapy. And then, a healthy relationship. So all of these things kind of accumulate, and we add insecure attachment to that, and then we add ye old assortative mating, which in its early days, assortative mating was all about really smart people get with really smart people and really sexy people get with really sexy people. But in our research, what we see is really screwed up people get with really screwed up people. And so we end up then in these couple relationships where people have these vast hopes for a future that is different than their past, and then they end up in a relationship with someone who doesn't look anything like their father, but all of a sudden becomes their father. So we start out with a great big mess. And at the same time, we're filled with all this possibility. Like, if we could help these couples have good relationships, like, this could be profound. This can help them in all areas of their life, including at work, including with their families. But often what we see is that when people with, and I'm not talking about people who have a single episode of trauma. I'm talking about people who were annihilated in childhood, who had sexual abuse with physical abuse, with, abandoning caregivers, like the big stuff. What we often see is that the traditional models of couple therapy expect them to have certain developmental skills that they just don't have. So often we assume that people can regulate their emotions. We dive into these interventions where we're doing, say, in a behavioral model, we might be asking them to try something like a reciprocal give and take around a behavioral exchange. Or in a more emotion-focused approach, we might be asking them to identify an underlying emotion that will help them understand the way that they're engaging with their partner. But if we look at someone who has really significant childhood trauma, they often aren't able to do that. And so they're stopped at go, because to actually succeed in the therapy requires that one have the skills to be able to do the therapy. Does that make sense? Okay, so if I can't tolerate any of my own emotions, or even identify them, if I can't then also tolerate yours, or even see that you have a perspective that is different than mine, how am I then going to do the therapy that has been demonstrated to be really effective? All of these therapies have been, as we see from the research, demonstrated to be really effective. The couples that I'm talking about are never let into those research studies. Like, I don't think they even make it past the phone call. DCTCTT, it's catchy, isn't it? I made this up in Quebec City at a CPA conference. I was sitting at a table coming up with little acronyms, and there was a time where there was a little squared above the CT, but I gave that up. Anyway, this model really is developed to integrate an understanding of the developmental challenges that trauma survivors experience in getting into therapy. So we're looking at intervening first at the developmental level and helping the trauma survivors develop the skills that they would need to actually do two things. One, do the therapy. Two, be in the relationship. So as a part of that, we have the goal of reducing trauma symptoms and attachment hypervigilance, but we're also having the goal of increasing couple satisfaction. And so we're working first at the level of mentalizing and emotion regulation before we do any couple-related work. And this can be frustrating for people, holding back the tidal wave, but we are determined. So this is the model, and it's hard to see, and it's so long, isn't it?
So the first stage is all about psychoeducation. And through that psychoeducational stage, we're building the relationship with the couple. And we're doing that at the top here, all that nice frontal lobe. We're really trying to build up that nice frontal lobe so that when we start to move on to the tougher stuff that's down here, we have something to use. So we start by looking at really basic stuff. How does trauma affect you? How does trauma affect relationships? How does trauma affect attachment and sex and shame? And how does trauma get stuck in the way that you interact with your partner? And then we look at what is mentalizing and what is emotion regulation. In that first stage, we're also looking at containing conflict. So as Dr. O'Leary was talking about this morning, it is unlikely that couples with this level of developmental trauma are not going to have conflict. And it is also unlikely that they are going to be managing that conflict well. So we did not at any point put as an exclusion criteria that there was some level of aggression in the couple. We did negotiate about that, and I'll talk about that when I get to talking about the couples themselves, but we were really clear that the conflict couldn't be escalating as a result of the therapy, as a real basic, and that, the issues around fear and that people were able to talk about it, and there was some willingness to take some responsibility for it. So in that first stage, before we start getting into anything that's activating, we're working very cognitively, very much at the level of education, understanding, and insight. At the second stage, we're working on these skills, and we're doing that both from the therapeutic process, so within the process we work on those skills, but also in very specific exercises. The third stage is when we start to look at what looks like therapy. We're starting to look at how does attachment live in the present, so how are your trauma histories now living between you? We start to look very clearly at how those traumas get stuck in the interactions that happen in a couple. And we start to help the couple tell the stories of their life experience. I don't know how many of you work with childhood trauma survivors, but I think what we find, at least in couple therapy, is that most partners know the title. So if you say, can you tell me about what happened to your partner when they were growing up? 90% of partners will say, well, she was sexually abused, or he was beaten by his father. If you ask them to say, can you tell me how old were they, when did that happen, that's when things start to get fuzzy. Often they don't know who the perpetrator was or how old they were, and if you ask them for details, they'll often have nothing. So there's some theoretical reasons why telling these stories is important. And those, we'll talk a little bit about that, but essentially the theoretical reasons are twofold. We know that trauma gets better when it's talked about and translated from being all about affect and sensation into something that's autobiographical. But we also know that partners can develop empathy if they understand, right? If they know nothing and every time you go to touch them, your partner freaks out and screams at you, you're not going to be terribly empathic. But when you tell them the story of why that happens, empathy increases. And so we're also building emotion regulation and mentalizing skills as we tell those stories. We also do some trauma processing, and that doesn't mean we do all the traumas and we don't do all the stories, but we do enough that the couple feels united in working together. I would say most of the couples we're working with both are trauma survivors of some kind, and so they become a support to one another, and we reduce this reliance on the myth that only very wise people with PhDs can help us, and we actually build into the relationship the belief that if I'm in distress, I can turn to my partner, and there's nothing I can't tell my partner. And then we talk a lot about sex and sexuality. Now, we don't do that until there because to talk about sex and sexuality almost always means that the stories have been told and that the secrets have been told, and there's an awful lot of secrets. And those secrets are often about how the sexual life of a survivor gets divided up. There's the life with the partner, often no sex, and then there's the life that often is happening over here in secret, compulsive sexual stuff,
pornography, sex with strangers, et cetera, et cetera, et cetera. And those lives are divided up, and there's often a secret wall that happens between those two. So we can't get to talking about sex in any deep detail until we get to the point where we can actually talk about all of those things. And then there's this mystical, magical thing called consolidation, which nobody ever sees, but we all talk about. And I already said everything about that and everything about that. Isn't that handy? In this marvelous book that is almost written, there are handouts for each topic. So every topic, you introduce it, there's some discussion, and then there's a handout. And these are fascinating. If you have any interest in, what's the word that's eluding me? Psychodynamic things, that how people react to the handouts is fabulous. So this is, PowerPoint doesn't do a good job of translating these things, but this is just an example of one. So one of the topics is attachment. And so we give a little lecture on what attachment is in basic human lay people's terms. And we talk about what it means to be secure and insecure, how that develops. And then we talk about childhood trauma and how that impacts. And then we ask some questions. And we start the conversation. So this is the first stage of therapy. So what we're asking the couple to do is practice having difficult conversations by having a conversation that isn't about the fight that they had last night, but is in fact about something that they can think about using that nice gray matter up here, which we know might be a little smaller than we would like, but it's there. So we get them to engage in talking about these things. And some people, one of our couples, she would take the piece of paper and then it was like it was on fire and it was burning her, and she had to throw it to the ground. And other people would fold it up in 25 little pieces and put it in a pocket and come back the next week and tell us all about the insights they'd had. So people are very different in how they respond, but fundamentally, we found that this was a great way to get the therapy started, because you're building skills, you're building knowledge, you're building your relationship, and you're also assessing all the while, how does this couple talk about their difficulties? How do these people regulate their emotions? Can these folks mentalize? And so it's a nice introduction. I already talked about this. In the second stage, we're looking at building these capacities, mentalizing and emotion regulation. Is everybody familiar with mentalizing? Do we have to have a little mini mentalizing lecture? Are you all capable of mentalizing? You'd be amazed how many therapists struggle with that. Essentially, where a couple is concerned, no, it is not, you're lying. She tells me it's 5 minutes, but she's wrong. So where couples are concerned, it's really essentially the capacity to be able to see another, to imagine another's mind, to be curious, to be flexible. And if you can't do that, it's really tough to have an argument. So within the therapeutic process, we work on mentalizing by helping people be curious. Can you imagine what he might be thinking right now? What do you think about that? Is there another way of understanding that? But we're also giving them specific tasks and homework. We take apart small parts of daily life, and we take them apart. What are your assumptions? What are your beliefs? How did you get there? And for many of our couples, they just even couldn't see that they were making an assumption. They were so stuck in the rigidity. And there's some questions. And I know, this is it's a 400-page book, and I'm trying to do it in 15 minutes. So if you want this, you can have it. And there's some transcripts, which I won't tell you about because I don't have time. But isn't it great? This is great. I ran out of milk, and it's his fault. But why is it his fault? Because he should know that I ran out of milk. Does he drink milk? No, he doesn't drink milk. So why should he know? Because he should know. So that is fabulous mentalizing. That's right at the beginning. And, as you might have noticed, I like to have a good laugh about things. This isn't funny. There's nothing. So I'd be trying to poke little holes. Whack! Not funny. Emotion regulation, also, we're working within the therapeutic process, and we have specific
tasks and exercises, which are really, really specific. And I thought, as a more psychodynamic person, I was like, nobody's going to want to do these exercises. Nobody likes these. Nobody wants to do the journaling. They loved the exercises. They wanted to do them all. So I was proven wrong. So, this is just, again, one example. These are standard emotion regulation exercises. Marilène Cloître let me play with them, but I made them into dyadic, sort of that the couple would work on them together. But I'm not going to let you see this because we have to talk about the couples and we only have like 2 minutes. I talked about that. So we saw 7 couples. 2 of them dropped out. One was because the IPV was escalating, not because we didn't let them play, but because after 3 sessions, somebody drove a car onto the front lawn and turned it over. Bad idea. And the other was because someone was becoming increasingly psychotic, and the sad thing was this person had had so much trauma and had no treatment ever because he was so paranoid that every time he'd go for treatment, the people who was providing him with treatment knew some bad story. And so even though we really wanted him to, it was just such a mess. So we ended up with 5 couples. Oh, I didn't finish that. It was 2 in the morning and I was doing that. So we were basically doing pre and post measures, but the big thing was about exploring whether the model worked and adapting the manual, which we did. So 3 of the couples were straight, heterosexual, cisgendered people. 2 of the couples had a transgender partner. There was no real difference between them, except the 2 couples with the trans partner had way, way, way higher levels of trauma. All of the couples had at least one partner with sexual abuse, and all of the partners there were only 2 people out of the 10 who completed who hadn't basically said that their childhoods were annihilating, and all of the people involved had multiple traumas. So there was only one person who didn't fill in the post questionnaires because she was mad at us because the treatment ended, and she disappeared. The sessions ranged between 17 and 31. At 31, people wanted to continue, but we had to end. And at 17, it was one of the couples that was more severely distressed. They'd made good progress, but one of the partners could not tolerate the therapy. They were just like, this every time I leave here, I feel worse about myself. So it's a very small sample size, so I can't say a whole lot, but I can tell you was the couples did seem to get happier, and most of them became less traumatized, and most of them became less complexly traumatized, and most of them became more emotionally regulating, but attachment didn't change much, but it never does in these studies. And I have 1 minute to say that they did become more mentalizing, but we have to do more because there weren't enough people, and you know that story. And I apologize. But I must say, the big question is, because I actually have to analyze 3 of the couples separate from 2 of the couples, because, 2 of the couples really got worse, and 3 of the couples really got better. But in those 2 couples who got worse, their trauma symptoms got better, their emotion regulation got better, and their mentalizing got better. So the relationship kind of went to hell, but those people were doing better. So, who am I to say that's a bad thing? I actually think that's success. If you're willing to come to therapy with your partner, but you're not willing to go to therapy alone, and by the end of the therapy you look like a much better, calmer, smarter, wiser, less traumatized person, hey, have another relationship with someone else. Come back. We'll keep doing this for a few years, and eventually it'll work. So I need to do more of this, and I'm gonna give you a pitch because there's people under 30 in this room. I have no students, and I'll tell you why I have no students, because I work in a school of social work and I'm a psychologist. So all the people who would be really marvelous doctoral students don't want to have me as their supervisor because they want a psychology department. So I'm just saying, if you happen to be in a psychology department and you want to do some research like this, give me a call. We can arrange co-supervision. We can do all sorts of stuff because I need more bodies.
I am the only body at the moment. I did almost all of that therapy. And this isn't easy therapy to do. It requires your own capacity to regulate, your own capacity to mentalize. And so it's not for therapists who are in their first year of their master's degree, which is what I have a lot of. In our couple and family therapy program, I have lots of wonderful people, but they really were observing. So I need students, so please come. Merci à Sophie d'organiser ce symposium-là. Je suis très honorée d'en faire partie. J'ai été impressionnée par les données de ce qui vient de nous être présenté. C'est un très beau symposium. Merci au GRIPCAS aussi de nous donner la chance d'être ensemble et de parler de ces sujets-là et d'aller plus loin, de réfléchir ensemble sur cet ensemble de sujets-là. Alors, merci. Je vais revenir pour ma part sur la sexothérapie sur le terrain. Je vais vous parler des patients qui consultent en sexologie clinique dans nos cliniques. Et c'est une présentation que j'ai préparée avec Anne-Julie Lafrenet-Dugas, qui est juste là, et Roxane Bolduc, qui est sûrement pas loin, qui est juste là, et Martine, qui est dans l'autre salle, donc on ne pourra pas la voir. C'est un projet qui est en cours depuis, en fait, 2001. Donc, c'est avant même que j'arrive à l'UQAM. Je vais vous parler de la section. Lorsque je suis arrivée à l'UQAM, c'est moi qui ai pris le mandat de prendre la relève par rapport à ce projet-là, donc depuis 2011. Et on a parti en 2012, le recrutement, une fois que j'ai le temps de revoir et de repartir la batterie. Donc, c'est de ce point de vue-là que je vais vous parler. L'idée derrière ce projet-là, l'ensemble du projet, c'est qu'on a des gens qui viennent consulter nos stagiaires en sexologie clinique. Puis on ne sait pas trop c'est qui ces gens-là, qui viennent pourquoi, c'est quoi leur profil, c'est qui ces gens-là et comment on peut vraiment les aider. On a l'impression que cette information-là est manquante et qu'elle nous empêche un peu de mieux comprendre et de mieux aider ces gens-là. Donc, le premier objectif, c'était d'écrire, avoir un profil de qui vient consulter pour des problèmes sexo-conjugaux dans nos cliniques, des sexologues. La deuxième idée, c'était de documenter un peu c'est quoi les facteurs qui permettent de comprendre la détresse sexuelle de ces gens-là. Et enfin, de pouvoir éventuellement comprendre qu'est-ce qui va faire qu'il y en a qui vont se sentir mieux suite à l'intervention, donc un peu l'efficacité de l'intervention dans un milieu naturel tel que Catherine vous a parlé. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir mis la table comme ça pour moi. Il y a tout un bout qu'elle a dit, que vous a déjà expliqué, très convaincante en plus, donc je me sauve ce bout-là. Je vais focusser sur quelques variables qui m'ont semblé centrales dans cette présentation-ci, mais aussi c'est ma façon à moi de penser, donc qui influence ma façon de mettre les variables et de réfléchir. Donc, les traumas en enfance, qui est mon intérêt de base dans mes recherches. Tout type de trauma en enfance, je ne vous ferai pas la liste tout de suite, étant donné que plusieurs d'entre vous ici savent déjà à quoi je peux référer. Mais aussi la détresse psychologique. Large, parce qu'on sait de plus en plus que les problèmes sexuels, c'est pas seulement sexuel, ça vient chercher tout un empan de constellations symptomatologiques qui s'inter-influencent. Donc, il faut aller plus large, il faut être très, très bien formé pour pouvoir faire de la thérapie sexuelle, pour avoir une formation en trauma, probablement au niveau de la dépression, de l'anxiété, de la dissociation. C'est toutes des variables qu'on a l'impression qui sont documentées dans certaines études. J'ai nommé pour trauma en l'enfance nos travaux. Berthelot, c'est pour une première étude qu'on avait fait avec les données, là, je vous ai dit, qui ont été récoltées avant que j'arrive. On avait vu qu'on avait le double de victimes d'agressions sexuelles. C'était la seule variable d'agression en enfance qui était évaluée à ce moment-là, que dans la population générale. Donc, on se dit, OK, il y a quelque chose qui se passe avec nos patients qui est différent de la population générale et même que d'autres types de clientèle clinique. Donc, il faut aller chercher un petit peu plus profondément. Avec Noémie, qui n'est pas loin non plus, Noémie Bigra, on est allé documenter l'effet des traumas avec toutes sortes de mécanismes qui vont venir affecter la satisfaction sexuelle des gens dans les communautés générales. Et je vous en glisserai un petit mot tout à l'heure aussi dans les populations cliniques dont je vais vous parler. La détresse psychologique, donc présence attentive de plus en plus documentée, surtout les travaux de Laurie Brotteau, que vous pouvez aller lire si vous voulez en savoir plus. Elle va tester l'efficacité de traitements qui sont basés sur la présence attentive pour traiter le désir, la douleur, des difficultés sexuelles comme ça. Nous, on voulait savoir, c'est quoi le niveau? Est-ce qu'il y a des liens avec nos patients lorsqu'ils arrivent? Est-ce qu'il y a des changements? Donc, à quel point cette variable-là pourrait jouer un rôle là, au niveau de l'ajustement sexo-relationnel de nos patients? Et évidemment, l'attachement, non seulement pour les liens directs
effets que vous avez vus avec Catherine tout à l'heure, qui peut avoir le lien sur l'ajustement conjugal et sexuel, mais aussi avec l'alliance, qui est un facteur central au niveau de la thérapie et de l'efficacité thérapeutique. Est-ce qu'il y a des façons de comprendre comment l'alliance pourrait jouer, comment certains éléments, comme les traumas ou l'attachement insécure, pourraient venir jouer sur l'alliance et faire en sorte que si on ne l'attrape pas, bien, en fin de compte, on ne va pas pouvoir aider aussi bien qu'on voudrait les gens qui sont avec nous. Et c'est avec Anne-Julie qu'on a intégré plus l'alliance parce qu'elle voulait, dans le cadre de ses travaux doctoraux, travailler sur ces variables-là. Je vous donne une idée en nommant comme ça mes collègues, comment c'est un travail d'équipe. Hein? Heather le disait, elle manque d'équipe, hein? Fait que on va s'en parler, Heather, il faut faire des équipes. C'est important de travailler en équipe. J'ai la chance d'avoir des équipes, j'ai l'impression de travailler avec les meilleures personnes de l'univers, donc je vous le dis de façon très franche. Tant au niveau de mes collègues que mon équipe étudiante, je travaille avec des gens tellement inspirants qui amènent des idées, qui réfléchissent avec moi et tout ça. Et aujourd'hui, c'est ces résultats-là qui sont faits toujours dans une équipe solide qui aide à réfléchir, qui fait en sorte qu'on fait des meilleurs travaux, qu'on se pousse, qu'on va plus loin, puis qu'on fait du travail qu'on est après ça fiers de vous présenter. Donc, comment ça marche, notre recrutement? Ça ressemble encore une fois à Catherine Péloquin, donc c'est plus facile pour moi de vous l'introduire. C'est les stagiaires. Nos stagiaires en sexologie clinique sont obligés de passer des questionnaires. Donc, peu importe les questionnaires qui passent, notre projet de recherche est une façon possible pour passer ces questionnaires-là. Ça pourrait être ils vont dans toutes sortes de contextes, hein, milieu hospitalier, communautaire, partout il peut y avoir des sexologues d'impliqués. Ils peuvent aller dans la grande région de Montréal généralement. Certains vont aller en banlieue ou en certains endroits un petit peu à l'extérieur, mais généralement, les stagiaires préfèrent rester dans la région de Montréal, dans différents milieux, comme je viens de vous dire, certains milieux universitaires, communautaires, hospitaliers. Et une bonne partie de ceux-là vont choisir de procéder au niveau de l'évaluation avec notre batterie de questionnaires. Et nous, pour contribuer, pour faire un travail de partenariat avec eux, on leur remet un bilan, comme Catherine vous a parlé, qui, avant leur 4e rencontre, donc avant leur période de bilan, où ils vont partager, ils vont utiliser ces données-là pour faire leur bilan clinique avec leurs patients. Je vous donne une idée des instruments dont je vais parler. Il y en a un petit peu plus, mais vous allez avoir déjà une bonne idée. Le trauma qui est évalué, on a plusieurs sortes de traumas en enfance. La détresse psychologique, dissociation, dépression, présence attentive. On a l'attachement, l'alliance et l'ajustement conjugal et sexuel. Bon, il y en a un petit peu d'autres, comme l'estime sexuelle, la détresse sexuelle, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui parce qu'on les a intégrés plus tardivement, donc on n'a pas beaucoup de données encore. Sans plus tarder, le portrait. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On est rendu à 410 patients. C'est presque moitié-moitié des hommes et des femmes qui consultent, majorité en individuel, quelques couples, mais pas beaucoup encore. Tous les âges, on a une bonne variété au niveau de l'âge, majorité sont canadiens. Hétérosexuels, mais ça a augmenté dans les dernières années. Si je vous avais présenté ces résultats-là il y a 2 ans, on avait peut-être 5 10 maximum, puis on progresse. Là, on dirait qu'on vient encore plus chercher les gens de minorités sexuelles, ce qui est bon signe. Peut-être qu'on est capable de rentrer dans ces milieux-là, puis d'aller donner des services là, de thérapie sexuelle à ces gens-là. Travailleurs, la majorité en relation de couple. Assez éduqués, quand même, collège, université, avec un revenu inférieur ou égal à 40 000 dans la majorité des cas. Pourquoi ils viennent consulter? On a les dysfonctions sexuelles qui fait partie d'un motif de consultation, mais c'est beaucoup plus large. Ils vont parler de trauma en enfance qui est relié avec une préoccupation sexuelle, estime de soi, globale et sexuelle, difficulté de rencontrer, de parler à des gens, manque de confiance en soi, ça revient avec l'estime un peu, anxiété, vision négative de la sexualité. Excès, fait compulsion, évitement sexuel, tous les dysfonctions, inconfort avec l'aspect relationnel, intimité ou inconfort dans le couple ou relation extra-conjugale, infidélité. Autant alors lorsqu'ils arrivent en période d'évaluation, ils ressemblent à quoi en général? Je vous donne des moyennes au niveau de la présence attentive. En fait, c'est pour vous donner une idée, c'est des moyennes assez équivalentes à ce qu'on a dans les études de validation population générale. Donc, qui n'arrivent pas au niveau de la présence attentive générale avec une présence attentive nettement amoindrie. Ça semble assez typique de ce qu'on voit dans les autres populations générales. Détresse psychologique assez élevée. On a 50% des gens qui arrivent avec une détresse psychologique qui dépasse les niveaux cliniques. Dépression comme telle, c'est à peu près 40% qui sont vraiment
qui atteignent un niveau de dépression avec le bec, là, qui est clinique. Dissociation, à peu près 20 satisfaction sexuelle, la moyenne dans une étude de Noémie au niveau de la communauté générale, c'était 27. Donc, on est quand même significativement en dessous. Il semble vraiment arriver avec un petit peu moins de satisfaction sexuelle. Je n'ai pas fait le test empirique, mais de façon visuelle, ça semble nettement en dessous. Et on a à peu près le tiers, 25 à 30 là, de détresse conjugale qui semble clinique. Je vous laisse regarder les taux de trauma en enfance. On double les taux d'agression sexuelle en enfance. C'est pas mal 25-10 d'habitude dans les populations générales. Vous avez vu ce matin avec Dan les taux de violence conjugale. Je ne les ai pas rapportés ici, puis avec Catherine aussi, elle vous les a montrés. Nous, on est autour de 6 pour violence sexuelle, 60 70 pour violence psychologique, et violence physique, on était autour de 25 dans la dernière année. Ça donne une idée. Énormément d'intimidation, ce qui est une variable qu'on évalue rarement dans nos études, même dans la clinique. Systématiquement, c'est une variable qui est oubliée un peu. Donc je pense qu'on devrait la remettre un peu à l'avant-plan. Je vous donne ici plein de chiffres. C'est pour vous montrer une tendance. Pour ça, moi, j'ai besoin de... OK. C'est juste pour voir à quel point on voit, à quel point plus qu'il y a de trauma, plus que la détresse augmente. Vous voyez un petit peu, même s'il n'y a pas de... Plus qu'il y a de trauma, moins qu'il y a de présence attentive. Plus qu'il y a de trauma et plus qu'on voit moins de satisfaction sexuelle. Fait qu'on voit facilement, avec l'accumulation des 8 types de traumas qu'on a évalués, oui, non, sans aller plus sophistiqué que ça, à quel point il se passe quelque chose là, au niveau de ces variables-là. C'est des gens qui ne sont pas très sécures, donc ça engendre des défis pour les intervenants. Pas majorité, mais la plus grande proportion, c'est en orange, c'est les craintifs, donc élevés à la fois dans leur style abandonné, dans leur angoisse d'abandon et dans leur évitement de l'intimité. On s'entend qu'en sachant ça, on va pouvoir avoir une approche pour protéger le traitement qui va être important. Dans notre portrait, maintenant, on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans ces phénomènes-là? Qu'est-ce qui nous permet de comprendre les mécanismes qui nous amènent vers une détresse sexuelle ou une détresse sexo-relationnelle? Les facteurs de protection également. Je vais vous donner quelques exemples là, de chaque. Et j'ai focusé sur les modèles que je vous montre aujourd'hui pour la première fois. Donc, on est dans des premières données. Alors, celui-là, on est en train de l'écrire, en fait. C'est pour voir comment l'accumulation de trauma en enfance va engendrer plus de détresse psychologique. Et cette détresse-là contribue à diminuer la capacité d'être présent au monde, parce qu'on est en détresse, on n'est plus capable de se ramener, d'être là. On réagit, on surréagit, on n'est plus présent, qui en retour fait en sorte qu'on est moins disponible, on est moins satisfait dans notre sexualité. Fait qu'une première relation indirecte, la séquentielle, et 2 relations de médiation directement par la détresse et la présence attentive qui se passe. Fait que, vous voyez déjà, et j'aime répéter cette idée-là dans notre équipe, on a voulu que ça soit notre message, on va vous le répéter beaucoup. C'est beau de voir ça dans le sens que ça nous donne déjà 3 voies d'intervention. On travaille la détresse, on pourrait avoir un effet. On travaille la présence attentive, on pourrait avoir un effet. Et en plus, on travaille ça peut-être indirectement. Fait que, si on le voit au niveau de stratégie potentielle, ça pourrait être informatif et intéressant pour l'intervention. Je brode là-dessus sans vous le montrer. On vient de publier avec Roxane un modèle qui nous expliquait à quel point nos patients, on a vu c'était 20 à 30 là, qui ont une dépression ou une détresse assez significative. Eh bien, à quel point la dissociation et la présence attentive sont des facteurs qui vont nous permettre de comprendre pourquoi ces gens-là sont porteurs de détresse et sont dans une situation de détresse psychologique. Donc, dans la revue Mindfulness, là, elle est présentement là. Et avec Noémie, on a montré à quel point l'accumulation de la complexité des symptômes psychologiques et relationnels explique en retour la satisfaction sexuelle. Donc, il faut aller toute cette complexité-là
pour être capable d'avoir le phénomène multidimensionnel, pour être capable d'aider la sphère sexuelle. On ne peut pas passer directement à traiter là, la sexualité en faisant fi de tout l'aspect relationnel et de tout l'aspect de la détresse psychologique. Au niveau des facteurs de protection, maintenant, je vous en apporte 2 reliés à l'alliance thérapeutique. Le premier, c'est la dissociation. Alors, si on est capable d'avoir une dissociation faible, on protège l'effet des traumas sur l'alliance. Même chose pour l'évitement de l'attachement. Seulement ceux qui ont un évitement élevé et qui ont du trauma vont avoir un effet. Pas d'évitement élevé, pas d'effet du trauma. Car là, je trouve que c'est porteur d'espoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est victime de trauma que tout est joué, tout est fini. Il y a moyen d'aller, il y a vraiment des facteurs qui vont faire en sorte que la relation n'existe plus. Encore de l'espoir, pré-post ici, beaucoup de changements significatifs, aller directement au seuil clinique. Donc, on avait 75 %, on est rendu à 60 % qui apportent une insatisfaction sexuelle au FSFI. Le DAS, on a diminué de 40 à 20 % les gens qui rapportent une détresse conjugale. On n'est pas au CCCF. Ici, on est vraiment sexologique plus large. Donc, ça fait partie des mandats, mais ce n'est pas le seul. Ça dépend vraiment de qui est devant nous, mais il y a une bonne proportion qui ont une détresse quand même conjugale. Mais quand même, tous les variables qu'on a regardées, il y a un effet temps 1, temps 2 significatif au niveau de toutes ces variables-là. Donc, il se passe quelque chose, hein, les gens travaillent, ça vaut la peine de venir consulter avec des effets là, qui sont quand même assez forts au niveau du dé de Cohen pour ceux qui aiment les stats. Je regarde Audrey, là. Et maintenant, est-ce que c'est la même chose pour nos traumatisés? S'ils arrivent avec des traumas, est-ce qu'ils vont être capables de bénéficier du traitement? Ben oui, ils arrivent avec plus de difficultés, s'ils arrivent avec moins de satisfaction sexuelle en partant, mais regarde comment ils progressent. Fait que oui, ça va peut-être être un petit peu plus long, mais éventuellement, ils vont rattraper peut-être même les gens qui arrivent sans trauma. Ici, on avait séparé, pour vous donner une idée, là, avec les gens qui en ont 0 à 3, 4 et plus, pour aller dans le trauma cumulatif. Là, donc, on a vraiment fait ce petit découpage-là. Une idée d'Anne-Julie. Et on a fait la même stratégie pour l'agression sexuelle en lien avec le DAS. Donc, oui, ceux qui arrivent avec un trauma sexuel en enfance sont plus en détresse au début, mais ils arrivent, si on a oui ou non, vous êtes encore cliniquement en détresse conjugale, et ils ont tendance à retrouver les non agressés au poste. Donc, c'est plus au début, mais il y a de l'espoir. On y arrive avec notre traitement à retrouver un niveau. Donc, mon take-home message, il y a de l'espoir, oui, il y a de la détresse, mais ça ne va pas définir pour toujours et à jamais. On est capable de travailler à coup d'intervention, de formation, pour aller travailler les répercussions de ces traumas-là. Il y a des taux élevés dans notre clientèle, extrêmement élevés. Ça parle de l'importance de l'évaluation, pas mettre ça de côté, de l'importance de la formation des gens qui vont travailler en clinique et spécifiquement ici en clinique sexuelle. À notre département, on a, je dirais, 5 sur 20 professeurs qui sont des spécialistes de trauma. Donc, peut-être qu'il y a un effet de cohorte, là, peut-être qu'il y a un effet sur la formation. Nos étudiants sont éventuellement sensibilisés. Là, on est tellement on en parle là, dans plusieurs des cours. Donc, bon, je pense que c'est important pour leur formation, puis on essaye d'y aller. Puis, évidemment, on est loin d'avoir fini. C'est des résultats. On veut continuer, on va aller découper. Là, on a plusieurs choses à aller documenter. Et on ne sait pas ce qui a été fait. Là. Il y en a qui ont fait plus de rencontres que d'autres. C'est vraiment terrain, c'est naturel. On sait, c'est jamais la même approche. Fait que vraiment, ça, on n'a aucun contrôle sur ce qui s'est passé. C'est une limite et une force. Là. Ça dépend comment on le voit. Validité interne, c'est une grosse limite. Validité externe, c'est plus une force. Donc, ça dépend comment on le réfléchit. Encore une fois, je veux remercier l'équipe TRACE, tous les membres, des bénévoles, aux étudiants, tout le monde qui est impliqué, à la coordonnatrice, Roxane, qui travaille avec moi sur ce projet-là depuis 2012, hein, je pense depuis le début, qu'est-ce que j'ai pris le flambeau. Donc, merci, et merci aux patients qui remplissent et aux stagiaires qui participent.